est-ce que ça vous dirait de gagner du temps? Parce que c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Sauf que ça me fait penser à un truc aussi, c'est l'histoire du marchand de pilules. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du marchand de pilules, c'est dans Le Petit Prince. Alors, je vous rappelle l'histoire du marchand de pilules. C'est donc un marchand qui vend des pilules. Bon, là, normal, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit de pilules qui dispensent de boire. Et le marchand explique, mais les experts ont calculé, c'est parce que ça va vous permettre de gagner 53 minutes par semaine. Et là, le Petit Prince se dit, moi, si j'avais 53 minutes à dépenser comme ça dans une semaine, je les utiliserais pour marcher lentement en direction d'une fontaine. Pas con, le Petit Prince. C'est complètement débile, cette histoire de pilule anti-soif. Parce que le temps qu'on passe à marcher tranquillement vers une fontaine, ou le temps qu'on passe à manger, à boire, en général, c'est de la détente. Et ça, il y en a toujours un peu besoin quand même dans la vie, quoi. Hein? D'accord? Donc ça, c'est débile. Mais du coup, on pourrait se dire, mais est-ce que tout gain de temps est forcément débile? Et là, non. Ce qui, par contre, va constituer un véritable gain de temps. C'est ce qui va nous épargner une activité, vous voyez, nécessitant de la concentration, qui n'a pas d'autre intérêt qu'elle-même, voire impliquant du stress. Hein. Exemple, il n'y a pas si longtemps encore, je fais un petit commentaire sous une vidéo, parce que vous pouvez faire aussi des petits commentaires sous les vidéos. J'envoie mon commentaire, j'appuie sur la touche publier, je le relis. Et là, je me dis, oh, tout à coup, putain, j'ai bien fait de le relire, le commentaire. Il y avait une énorme faute d'orthographe. Donc, que fais-je? Je m'empresse, vous avez remarqué, de chercher à corriger la faute. Donc, il faut trouver le bouton, modifier, pas toujours évident d'ailleurs. Après, il faut attendre que ça se recharge. Après, il faut la retrouver si votre texte est un peu long. S'il y a une phrase, non, mais vous voyez, comme c'est pas recadré pareil, on ne sait plus où est la faute souvent. Donc, vous paniquez, putain, elle est où cette faute? Elle est où? Après, vous la corrigez, la faute, et vous dépêchez de publier. Vous relisez, et voyez que, zut, il y en a une autre. Et c'est reparti, mon kiki. Donc, ça fait des petites minutes comme ça qui s'ajoutent. Et ça, ce serait un vrai gain de temps, puisque nous sommes dans un cas où il y a du stress. Si ça ne vous convainc pas vraiment, on va parler économie. Dans le milieu du journalisme, de l'édition, il y a un véritable enjeu économique avec ce problème de l'orthographe. Et oui, nous allons aujourd'hui parler orthographe. La perte de temps est absolument considérable. Pourquoi? Prenez, moi ça m'est arrivé, donc je parle connaissance des causes, de devoir corriger un texte, un livre, avant de publier, qui faisait donc 200 pages, c'est un petit livre. Bon, ouais, mais là, c'est pas 3 minutes quand même, pour le relire, pour corriger l'orthographe. Alors, je le relis une première fois, je trouve plein de fautes, je suis content, donc je lis la deuxième fois, maintenant, j'ai le sentiment que ça va être mieux. Il y a encore des fautes, la 10e fois, j'en trouve encore. Bon, moins. D'accord, mais enfin, vous imaginez le temps que ça compte. Et alors, on pourrait me dire, ouais, mais voilà, c'est pas du temps perdu, parce que, en même temps, tu améliores le fond de ton texte. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si j'essaie de regarder en même temps le fond du texte, je peux pas faire les deux à la fois, Et je vais pas voir, parce que je vais préinterpréter, comme c'est moi qui l'ai écrit en plus le texte, je vais préinterpréter les mots dans le sens que j'attends, donc je ne vais pas voir les fautes d'orthographe. Donc non, il faut se focaliser uniquement sur la forme, donc temps réellement perdu. Du coup, d'ailleurs, petite astuce qu'on conseille dans ces cas-là pour gagner quand même un peu de temps globalement, c'est de faire corriger quand même par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quoi une langue où pour communiquer par écrit, bon, ça doit pouvoir se faire de communiquer par écrit, vous êtes obligé de faire relire votre texte par quelqu'un d'autre qui n'est pas le destinataire du message, là c'est vrai que ça pourrait, non, mais quelqu'un qui va se spécialiser dans la forme, donc il devrait le payer déjà. Attendez, il n'y a pas un problème quand même là? Il n'y a pas un truc qu'on pourrait améliorer un peu? Et il y a une solution qu'on avance souvent ces derniers temps, c'est le correcteur automatique d'orthographe. Ça ne marche pas si vous écrivez avec un stylo par contre. Sauf que ce correcteur ne corrige pas la plupart, l'essentiel des fautes d'orthographe qu'on fait. Tout simplement parce que la plupart des fautes qu'on fait, les gens comme moi en tout cas qui savent à peu près parler français, sont des fautes d'étourderie. Plus exactement, on entend dans notre cerveau le son du mot qu'on veut mettre et notre cerveau va mettre une des formes écrites qui correspond à ce son sans forcément vérifier que ce soit la bonne. Parce qu'il y a des mots qui se prononcent pareil mais ne s'écrivent pas pareil, ce qu'on appelle des homophones. Donc on va mettre un des homophones au hasard. Donc évidemment, il n'y a aucune chance que ce soit toujours le bon. D'où souvent les S qu'on oublie parce que ça se prononce pareil, etc. Les accents sur les A, tout ça. Or, le correcteur d'orthographe, qu'est-ce qu'il fait? Le correcteur basique en tout cas, j'y reviendrai, il souligne en rouge les mots qui n'existent pas. Justement, les mots qu'on met, les homophones qui ne sont pas les bons, ils existent. Donc
la plupart des fautes, ils ne les voient pas. Non, parce qu'il y a des gens qui croient qu'avec le correcteur, ça va corriger toutes leurs fautes, que c'est magique. Alors bon, c'est vrai qu'il existe des correcteurs d'orthographe qui essayent de s'attaquer un peu à la grammaire, effectivement, mais c'est pas tout à fait au point. Enfin, voilà, c'est tellement complexe que voilà. Bon. Donc, alors, je dis pas que ça sert à rien, les correcteurs, c'est vrai que ça repère un certain nombre, hein, pas toutes, de fautes de frappe ou de vocabulaire, si vous ne connaissez pas bien les règles du français, voilà. Autre solution aussi, ce qu'on nous dit dans ces cas-là, c'est qu'il faut apprendre le français. Eh oui, il faudrait enfin apprendre l'orthographe. C'est quoi ça alors, hein? Donc, sauf que si vous avez bien suivi, vous voyez bien que ça ne marche pas, puisque l'orthographe, je la connais, moi, par exemple. Hein, ça ne règle pas le problème des fautes d'étourderie, ça. Bon. Alors, du coup, autre chose que les gens vont dire, alors voilà, c'est l'étourderie, alors il faut se concentrer. Merci, effectivement, je ne pensais pas qu'il fallait se concentrer, mais c'est vrai que ça m'aide vachement. Oui. Cela dit, c'est vrai que celui qui arrive à résoudre ça, hein, à éliminer toutes les fautes d'étourderie, en général, bingo les gars, hein, il résout 95% des accidents, les bugs informatiques, et quand je dis les bugs informatiques, c'est aussi tout le temps que passent les développeurs à faire un programme, c'est énormément de temps, et l'essentiel de ce temps, c'est pour corriger des fautes d'étourderie. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est un gain économique mais énorme quoi. Sauf que le problème c'est on fait comment. Si quelqu'un a la solution là c'est quand même intéressant puisqu'il y a des trucs plus précis quoi. Hein, qu'il faut se concentrer. Hein, merci. Je pense qu'on ne pourra jamais éliminer totalement toutes les fautes d'étourderie parce que le cerveau ne peut pas penser absolument à tout quoi physiquement. Bon. Il y a aussi un autre inconvénient à cette approche-là, c'est quand même que ça nécessite un travail, une concentration du cerveau qui pendant ce temps, voilà, c'est un travail d'énergie qui n'est pas consacré à autre chose, par exemple, à améliorer le fond de ce qu'on écrit, par exemple. Une dernière approche aussi, c'est de ne pas se faire chier avec l'orthographe, c'est-à-dire que on fait des fautes, on s'en fout. C'est une solution, vous passez moins de temps. Sauf que le problème, c'est celui qui va vous lire après. Hein, lui, il va passer plus de temps. Hein. Moi, je me souviens, alors un exemple très intéressant, je lisais il n'y a pas longtemps un roman, donc un livre publié, et c'est vraiment un truc connu, hein, des millions d'exemplaires. Bon, première page du roman. Au milieu, alors j'essaie de bien comprendre chaque phrase, il y a une phrase, j'ai dû passer 3-4 minutes dessus, j'ai dû la relire je ne sais pas combien de fois, quoi, et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à ce que je réalise que, oui, à l'évidence, il y avait une faute d'orthographe, en l'occurrence un accent grave sur le U, vous savez, dans le OU, hein, pour savoir si c'est le OU de lieu ou de possibilité. Notez au passage donc que tout le monde en fait des fautes d'étourderie. Donc oui, ça fait effectivement perdre du temps à celui qui lit, donc c'est pas très sympa pour vos lecteurs. Donc c'est pas vraiment la solution quand même. Hein, voilà. Alors la solution que je vais vous proposer moi, par contre, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle va éliminer le problème de l'orthographe. C'est facile à faire. Hein. Là, il y a la solution, on l'a. C'est pas comme avec résoudre l'étourderie, on aimerait bien l'avoir la solution, mais celle-là, on l'a. Et le coût est très faible, en fait, complètement négligeable. C'est un coût à court terme par rapport à un bénéfice à long terme qui est immense. Voilà. Et ma solution, c'est quoi? C'est évidemment une réforme de l'orthographe. Plus précisément, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'homophones. Et même, du temps qu'on y est, hein, qu'à une lettre corresponde un son et à un son une lettre. Bref, je propose de phonétiser la langue. Cette idée est d'autant plus intéressante qu'elle va permettre d'économiser encore plus de temps que ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire pas seulement pour les francophones qui parlent entre eux, mais aussi pour l'apprentissage du français. Parce que vous doutez bien que ça va simplifier aussi les règles de la langue. Hein. Et d'ailleurs, je vais poursuivre cette réforme. Je ne vais pas me contenter de phonétiser le français, je vais même aller plus avant dans sa simplification, vous allez voir tout à l'heure. Du coup, gain de temps pour l'apprentissage. Donc, pour les étrangers qui veulent apprendre le français, c'est vrai qu'une langue plus facile, c'est plus attirant, donc rayonnement de la francophonie, même pour le tourisme. On va plus facilement visiter un pays, donc on peut facilement apprendre la langue. Mais bien sûr aussi pour les enfants. Alors, il faut savoir qu'on a fait des statistiques à l'école, le temps consacré à l'apprentissage de la langue pour les francophones est de l'ordre du tiers du temps scolaire. Certes, l'apprentissage de la langue, c'est peut-être pas que l'orthographe et les règles de grammaire, mais enfin, c'est quand même l'essentiel. Mettons que ça représente le quart. Les nouvelles règles que je vais proposer, elles vont être simplissimes à apprendre, quoi. Ça va être fait, mais en quelques jours pour des enfants, enfin, c'est ridicule. Donc, on peut considérer qu'on va gagner environ un quart du temps scolaire. C'est absolument considérable. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, mais alors ils vont faire quoi pendant ce temps-là, les élèves, hein, ce temps libéré?
Eh bien, ce que je propose, c'est qu'il se consacre à apprendre d'autres choses utiles, parce que la situation actuelle, c'est une pénurie de temps. Il y a plein de choses très utiles à apprendre pour les élèves, et on manque de temps. Vous vous rendez compte l'intérêt, quoi. Je pense à des choses dans le domaine du savoir-être, de la logique, hein, où il y a un manque de temps, de plein de connaissances pratiques. Bref, conclusion de ça, on va élever le niveau scolaire, puisque nous disposerons de plus de temps pour améliorer leurs performances dans des domaines utiles. Parce que oui, les performances dans les domaines inutiles, je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, comme vous le voyez, un bénéfice énorme, ne serait-ce que parce que c'est un bénéfice à long terme, hein, pour un coût très faible. En fait, le coût, c'est pour les gens qui parlent déjà français pour apprendre des nouvelles règles. Or, ça va être fait en quelques minutes. À la fin de cette première vidéo, en quelques minutes, vous pourrez écrire avec la nouvelle orthographe. Voilà, c'est négligeable, quoi. Alors, à propos de réforme de l'orthographe, on pourrait, et de coût de la mesure, de mise en pratique de la mesure, on pourrait me dire, ah ouais, mais alors attendez, il y a eu, donc il n'y a pas longtemps, vous savez, on en a bien parlé, il y a un peu plus d'un an maintenant, hein, en 2016, d'une réforme de l'orthographe, hein, on en a parlé en France, qui était quand même très timide, hein, à la réforme. Hein, bon, il y a certains, par exemple, des accents circonflexes, pas tous, hein, il y en a qui disaient on va supprimer tous les accents circonflexes, même pas, juste certains accents circonflexes qui servent vraiment à rien, quoi. Enfin, oui, parce qu'avec ma réforme, c'est tous les accents qui vont disparaître. C'est vraiment que infime, quoi. Hein. Et alors, en plus, la réforme, elle datait de 1990, quoi. Il s'agissait seulement en 2016, parce que voilà, il n'y a rien, on ne peut pas obliger personne de demander aux éditeurs de livres scolaires d'utiliser la nouvelle orthographe, quoi. Hein. C'est tout. Le tollé qui a eu effectivement considérable sur la toile, mon Dieu, touche pas à mon accent circonflexe. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème plus important dans le monde actuellement. Il faut reconnaître, effectivement. Hein. Parce que, vous voyez, donc, si une réforme aussi infime, timide, suscite autant de cris d'orfraie, qu'est-ce que ça va être avec ce que je vais proposer moi, oui. Parce que oui, si vous faites partie des gens qui ont été choqués par la précédente réforme, là, hein, alors là, arrêtez tout de suite la vidéo, je ne veux pas être responsable de crise cardiaque, parce que ça va être effectivement, moi, une vraie réforme. Ah oui, là, ça va être, ah ouais, hein. Donc je préviens, quoi, je veux pas, hein. Donc on pourrait dire, alors, du coup, là, c'est même pas la peine, quoi. Hein. Mais en fait, non, je pense qu'à la réflexion, vu que la moindre petite réformette, vous voyez, qu'on fait progressivement, une fois tous les 50 ans, ça suscite une opposition, des cris de toutes parts, beaucoup d'énergie dépensée en râleries inutiles, bien, pour économiser cette énergie, autant faire une seule, bonne, mais alors là, on y va tout de suite, comme ça, après, on n'en parle plus, à fond, quoi, bonne réforme. Comme ça, oui, ils vont hurler, tout ça, ils ne pourront pas crier plus fort, quoi, vous voyez. Et globalement, ça durera moins longtemps. Non seulement, je vais donc phonétiser la langue, donc il n'y aura plus d'orthographe, plus besoin de dictée. Hein. Enfin, les dictées serviront plus qu'à tester l'audition des élèves. Mais également, hein, je l'évoquais tout à l'heure, je vais poursuivre encore dans la simplification donc de la grammaire, un petit peu du vocabulaire. Et alors, on pourrait penser du coup, langue simplifiée, ça perd un peu en performance. Eh bien, figurez-vous que non. Après la réforme que je vais proposer, il y aura moins d'ambiguïté, la langue sera plus performante, on pourra exprimer plus de subtilité en moins de temps. Je vais aussi accessoirement abolir toute forme de sexisme, à tel point que l'on aura probablement ainsi obtenu la langue la plus simple et la plus performante existante. Bon, le seul bémol que je mettrai à cette affirmation concerne le vocabulaire. Car pour ne pas reprendre tout le vocabulaire, que ce soit très rapidement, on va voir en moins d'une heure, hein, acquis par les francophones actuels. Je ne vais pas remettre en cause tout le vocabulaire français, donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on ne sera peut-être pas aussi simple que certaines langues construites comme l'espéranto. D'accord. Mais pour le reste, sur le plan, voilà, en particulier de la grammaire, ça va même plus loin hein, que l'espéranto et l'ido. C'est-à-dire, le français donc réformé que je vais proposer sera donc plus simple et plus performant grammaticalement que la langue européenne qui est championne dans ce domaine, à savoir l'anglais, donc on va faire mieux encore, et sur le plan orthographique, phonétique, plus simple encore que la championne actuelle en Europe, qui est l'espagnol. Et d'ailleurs, à ce propos, on pourrait se demander, mais comment se fait-il, c'est vrai ça, que l'espagnol est une langue pratiquement, pas complètement, hein, mais pratiquement phonétique, donc aussi simple que comment il fait. Bien, figurez-vous que, ne le répétez pas, mais un jour, il y a eu une réforme de l'orthographe, ils ont eu. Oui, et ils sont pas morts, hein. Non. Et même que leur langue se porte apparemment très bien. Donc, en fait, le problème, c'est l'attitude religieuse ou idolâtre, si vous préférez,
qui consiste à considérer la langue existante comme une espèce de relique sacrée, vous voyez, auquel on ne pourrait pas toucher. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, ce qui fait toute l'efficacité de notre espèce, son succès, c'est précisément, enfin en tout cas en grande partie, parce que l'on n'hésite pas à se donner des outils conçus en vue de leur efficacité. Et donc pourquoi ne pas faire la même chose avec le langage, quoi. Voici donc pour commencer, eh bien, le français phonétisé, ma réforme de l'orthographe, qui en fait va me servir ensuite pour le français rationalisé, que je viens donc d'évoquer. Donc la partie phonétique, l'alphabet, quoi. Tableau noir. Donc nous allons voir comment prononcer chaque lettre. Je vais vous expliquer en même temps d'où viennent mes choix. Alors l'idée c'est de changer le moins possible, donc toutes les lettres pour la prononciation desquelles il n'y a aucune ambiguïté, ou c'est très simple, en français on ne touche rien, quoi. Le A continuera à se prononcer A, le P, P, enfin bref. On va commencer par les consonnes, et j'ai mis donc, ici vous voyez affiché donc les quelques groupes, les 6 groupes de consonnes que je qualifierais de problématiques, et vous avez compris pourquoi. Donc premier groupe, le S et le Z, le problème c'est que des fois ils se prononcent pareil, c'est-à-dire que des fois le S se prononce Z, bon, comme il est tout seul entre 2 voyelles, bon, du coup on ne sait pas à horizon si c'est un S ou un Z à chaque fois, bref. Donc ma règle, vous pouvez la deviner vous-même, c'est très simple, le son S, ce sera toujours la lettre S et rien d'autre, et le son Z, ce sera toujours la lettre Z et rien d'autre, et il n'y aura évidemment aucun doublement de S, ça ne servira plus à rien. Deuxième groupe, alors vous voyez le problème, souvent ils se prononcent que tous les 3, mais voilà, alors quel choisir on ne sait pas. Donc là il n'y en aura qu'un, qui sera la lettre K. Alors pourquoi la lettre K, me direz-vous? Parce que ça se prononce toujours que, et puis c'est surtout que c'est déjà le choix qui est fait, ceux qui connaissent l'alphabet phonétique, habituellement représenté entre crochets d'ailleurs, ce que je fais sur le tableau. Donc voilà, j'essaie de ne pas faire trop l'original, quoi, de se rapprocher de choses qui existent. Quand c'est pas le français lui-même, je me raccroche à d'autres choses. Ensuite, le groupe suivant, c'est le J et le G. Pareil, des fois les deux se prononcent du même son, ce qui est un problème. Donc, je propose que le G se prononce toujours G et le J toujours J. Voilà. J'en profite également pour signaler une appellation plus simple des lettres, à savoir, pour les voyelles, tout simplement, ce sera leur propre son. Donc le A se prononcera A. Par contre, pour les consonnes, vous voyez qu'il y a une petite difficulté, parce que c'est vrai que certaines consonnes ne peuvent pas se prononcer toutes seules, c'est pour ça qu'on ajoute une voyelle avant ou après, sauf que c'est jamais la même, des fois c'est avant, c'est après, comme S ou C, vous voyez, bon. Donc je propose qu'on fasse toujours suivre la consonne d'une voyelle, et que ce soit le A. Pourquoi pas, par exemple, le E, me direz-vous, comme dans P et B, tout simplement parce que du coup, le S deviendrait C, ce qui prêterait un peu à confusion, vous voyez, avec l'ancienne convention, bon. Et puis, pourquoi pas le E? Alors, c'est vrai que le A est plus facile à prononcer. Donc, du coup, voilà, les lettres J et G deviennent, c'est quand même beaucoup plus clair, le JA et le GA. Alors ensuite, nous avons le groupe V et W, oui, parce que, voilà, donc le son V sera toujours la lettre V. Donc, wagon s'écrira avec un V. Alors après, nous avons deux lettres un peu isolées qui posent problème, à savoir le X. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la succession de 2 consonnes. Par exemple, dans axe, c'est un K suivi d'un SA. C'est pas forcément les mêmes en plus. Dans exercice, c'est un GA suivi d'un ZA. Donc évidemment, je propose la suppression de la lettre X, en tout cas de cet usage de la lettre X. Et on écrira, par exemple, axe s'écrira A-K-SA. Donc. Alors, la dernière, c'est la lettre H, dont on peut dire qu'elle n'a d'autre utilité actuellement que de nous compliquer inutilement l'orthographe. Mais clairement, quoi. Alors vous allez me dire, oui, ça sert parce que quand c'est au début d'un mot, on ne fait pas la liaison, ce qu'on appelle le H aspiré. Oui, mais ça ce serait valable si c'était toujours aspiré. Mais comme vous le savez, des fois c'est aspiré, des fois ça l'est pas. Donc ça n'a plus aucun intérêt, quoi, déjà, dans ce cas-là. Pour ce qui est de l'aspiration, c'est-à-dire pour ne pas faire la liaison, je vous explique pourquoi moi je vais régler le problème. Je supprimerai toutes les liaisons dans mon français réformé, donc du coup, clairement, j'ai plus besoin de ça. Ensuite, le H, on va me dire que oui, il sert à modifier certaines consonnes. Alors, des fois, il modifie, des fois, il modifie pas. Des fois, il sert à rien. Après un T, il sert à rien, quoi. Il y a des H qui se baladent là, on ne sait pas pourquoi. Alors oui, après, un P, souvent, ça devient un F. Inutile de vous dire que pour moi, bien entendu, le F, ce sera toujours avec la lettre F. Et même quand il suit le C pour former le son CHE, c'est même pas toujours vrai. C'est dans chorale ou orchidée. Alors, dans ce cas-là,
À l'inverse, il existe aussi des consonnes au sens phonétique auxquelles ne correspond pas précisément une lettre, ce qui est un problème. Et on vient d'en voir un exemple, en l'occurrence le son che. Donc ce serait bien qu'il y ait une lettre pour le son che. Eh bien, je propose que ce soit la lettre X actuelle, donc il deviendra donc la lettre chat. Alors, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons, par rapport à la forme, mais la principale, c'est que c'est déjà le cas en basque et en catalan. Voilà. Également, vous avez aussi le son ye. Eh bien, je propose que ce soit, parce que des fois c'est un peu le cas, vous savez, la lettre, le Y, qui va donc se prononcer dans le nouvel alphabet IA. Et donc, fini cette aberration orthographique où un mot comme tranquille se termine de la même façon I2LE que béquille. Pour être tout à fait complet sur cette histoire de consonnes un peu phonétiques subtiles, il en reste d'autres. Donc, vous avez le WO, à ne pas confondre avec le OU. Quand je dis oui, arrêtez, c'est pas pareil que oui. Vous avez aussi un WO, pas tout à fait pareil non plus, comme dans lui. Et bien sûr le nya, comme dans panier, ou plus rare le nga, comme à la fin de camping. Voilà, donc en toute rigueur, il faudrait qu'il y ait une lettre pour chacun de ces sons. C'est ce que l'on fait en alphabet phonétique, sauf que je ne fais pas moi un alphabet phonétique, mon approche étant plus pragmatique. Je ne vais pas utiliser de lettres pour ces sons-là. Pourquoi? Parce que ces sons tendent à être prononcés spontanément lors de la suite de deux autres sons. Par exemple, quand vous dites oui, vous ne dites pas oui, vous dites oui spontanément lorsque le ou, la voyelle est suivie d'une autre voyelle, ça tend à former un ou dur, le son ou. Vous avez aussi l'exemple de la ouate, la matière. Dans la chanson, on dit bien c'est la ouate, non pas c'est la ouate. Donc du coup, ça devient homophone de watt, l'unité de puissance. Et c'est pareil lorsque la consonne na est suivie de ya, ce qui tend à former effectivement le nya, ainsi que lorsque le na est suivi du ga, ce qui tend à former le nga. Donc je propose que l'on se contente de n'utiliser que les phonèmes de base, donc na, ya, ou, etc., pour éviter de se prendre la tête avec ça. Venons-en maintenant aux voyelles. Alors en français standard, il existe 16 voyelles différentes, au sens de phonèmes bien sûr, de son, qui sont les suivantes, donc je vous les ai notées là dans leur orthographe plus commune actuellement, à savoir, donc je vais les énumérer ici, A, O, E, I, E, E, U, O, O, U, AN, ON. Sauf que certaines se confondent de par leur proximité, leur distinction n'étant pratiquement pas utilisée pour créer des mots différents. Par exemple, le « et » et le « est », vous ne trouverez pas un mot où la seule différence, c'est l'accent qui de aigu devient grave, ce qui va permettre de réduire en fait à 10 le nombre de voyelles utiles. Alors, il y a des exceptions, c'est vrai. Par exemple, normalement, on ne devrait pas dire pareil à un homme brun et un brin d'herbe. On devrait dire un homme brun. Voilà, mais personne ne le fait, par quelques puristes. Autre exemple connu, c'est un jeûne et le jeûne, au sens de ne pas manger. Vous avez aussi les Paul et Paul, qui bizarrement, bien qu'ils le prénom s'écrivent AU, se prononce avec un O ouvert, un O, et non pas O. Bon, du coup, oui, on va me dire, voilà, là quand même, c'est différent. Oui, mais tout le monde fait la faute. Donc, considérons que ce sont des homophones, point barre. Les cas où la distinction est signifiante sont trop rares, donc on finit par faire la confusion. Par conséquent, je vais simplifier le français en ne retenant que 10 voyelles signifiantes. Elles pourront être prononcées de façon variable. C'est le cas par exemple de la distinction entre le « et » et le « est ». Avant certaines consonnes comme le R ou le L, on prononce plutôt le est. Essayez simplement de dire une il. Vous voyez, c'est bon. Et puis il y a aussi des variations régionales. Tout le monde connaît Toulouse, la ville rose. Voilà. Au lieu de rose, bien sûr. Donc voilà, comme ça, pas de prise de tête là encore. Donc, alors, pourquoi ça m'arrange aussi de réduire parce qu'on va manquer évidemment de lettres. Et d'ailleurs, on en manque encore. C'est-à-dire qu'on ne dispose que de 5 lettres voyelles, je rappelle. Pour l'instant, j'en ai 10 à caser. Puisque le Y, je l'ai déjà utilisé pour autre chose. Donc le français, normalement, compense ce manque par l'utilisation d'accent ou de digrammes. Un digramme, c'est lorsqu'on utilise 2 lettres qui se suivent pour former un phonème. Comme par exemple, pour le phonème OU, vous savez qu'on utilise en fait le digramme, la suite des lettres O et U.
Mais c'est complètement illogique, ça, et gênant. Parce qu'après, on fait comment pour le son OU, hein? Alors vous allez me dire, oui, on peut trouver des astuces, comme dans Tohu Bohu, on rajoute un H, ce qui n'est même pas logique, parce que normalement, le H, ça devrait faire Tohu Bohu, et non pas Tohu Bohu. Ou on rajoute des accents, des trémas. Bon, vous avez aussi le cas des digrammes utilisés pour les voyelles nasales, sur lesquelles je reviendrai en dernier, à savoir pour le son AN, qu'on va écrire AN. Et après, oui, mais on fait comment pour dire Anne? Alors vous allez me dire, bah oui, on rajoute un E après, un Anne. Bon. Sauf que le E, on ajoute une voyelle qui n'est pas prononcée, oui, le genre de truc compliqué, quoi. Et puis alors en plus, oui, vous avez le cas du on et du in qui viennent de l'anglais, hein, maintenant, qui sont assez courants, où il n'y a pas de E après, quoi. Hein. Donc c'est un vrai problème, quoi. Donc, comment régler ça? Eh bien, autant que possible, je vais d'abord essayer d'éviter, d'une part, les accents, et d'autre part les digrammes, ne serait-ce que pour économiser finalement du temps d'écriture, voire de l'encre et du papier aussi. Il y a un cas qui va se régler facilement, qu'on comprend bien, c'est pour le OU. Eh bien, je vais utiliser tout simplement l'actuel W, qui se dit d'ailleurs WU en anglais, pour les raisons que j'ai déjà évoquées à propos de la fameuse semi-consonne mou. Donc du coup, vous avez le son WA qui de façon totalement illogique s'écrit OI actuellement, bah, s'écrira bien entendu WA, ou plutôt d'ailleurs je devrais dire OUA, avec les nouvelles appellations. Alors après, il reste aussi le cas donc, de la lettre des sons E et E, comment on fait pour ces deux-là? Alors puisqu'on veut éviter les accents et les digrammes, eh bien le mieux est d'utiliser donc une des lettres qui nous reste, et celle qui me semble le plus appropriée en tant que voyelle, de par sa forme, c'est le C. Du coup, on pourrait être tenté, du fait du nom des lettres, d'utiliser la lettre E pour le son E et le C pour le son E. Sauf que, après avoir testé ça, je pense que c'est mieux de faire l'inverse. Alors, la principale raison est que cet usage du C est évidemment choquant pour un francophone actuel, du fait qu'initialement c'est une consonne quand même. Bon. Et que le son E est plus fréquent en français que le son E. De plus, ce choix n'est pas si choquant que ça, du fait que la lettre E est déjà utilisée pour le son E. Par exemple, dans L et C, l'appel, il n'y a aucun accent. Ainsi d'ailleurs qu'en alphabet phonétique, pour ceux qui connaissent, et dans de nombreuses langues étrangères, où d'ailleurs le son E est parfois carrément absent, car plus difficile à prononcer, puisqu'il faut avancer les lèvres. Bon. Alors reste maintenant donc les trois voyelles nasales. Alors, ainsi appelées car elles s'obtiennent en faisant passer une partie de l'air par le nez, et en fait elles sont apparentées logiquement chacune à trois autres voyelles que j'appellerai leurs voyelles mères, avec lesquelles donc elles ne diffèrent que par cette dérivation de l'air. Ainsi, le an dérive du a, le on du o et le un du e. Voilà. Il est donc logique bien de les noter à partir de leurs voyelles mères, d'autant plus qu'il ne nous resterait plus assez de lettres de toute façon. Et là, on a le choix soit d'utiliser un accent, soit un digramme. Alors, j'ai dit, si vous vous souvenez, que je supprimerai carrément les accents. Alors, pourquoi? Parce que c'est vraiment très appréciable, en fait, pour les gens qui font de l'informatique. Alors, sauf que j'ai dénoncé tout à l'heure un problème d'ambiguïté avec les digrammes. Mais ce problème n'apparaît que si l'on utilise une lettre servant aussi à autre chose. Alors là, je vais utiliser une lettre qui va servir uniquement à altérer le sens de la lettre précédente. Or, une lettre ainsi utilisée déjà existe, c'est le H, qui conviendra d'ailleurs d'autant mieux à cette tâche, ici donc de nasalisateur, qu'en minuscule d'imprimerie, il ressemble étrangement au N. Voilà, d'où l'écriture suivante que je propose pour les voyelles nasales. On fait suivre la voyelle mère donc d'un H, le H que j'appellerai d'ailleurs plus logiquement du coup le qui est donc la voyelle nasale pure en fait. Notez d'ailleurs en passant que si j'avais fait le choix de la lettre C pour le son E, j'aurais dû écrire CH pour le son 1, ce qui évidemment pose un petit problème de confusion avec l'ancienne convention. Alors maintenant, pour les puristes de la règle, une lettre, un son, je propose comme une possibilité supplémentaire, pourquoi pas, d'utiliser un accent. Alors en alphabet phonétique, vous savez que c'est le tilde, mais sinon je verrais bien l'accent grave, car plus vite écrit à la main, tout en étant facilement accessible avec les claviers actuels. Donc voilà, donc pour résumer, j'ai fait un petit tableau qui montre les écritures possibles avant et après ma réforme des différentes voyelles. Tableau qui me semble assez parlant, je crois, pour voir à quel point, d'un côté, il n'y a plus aucun problème, sans aucune ambiguïté, alors que l'autre... Donc voilà, vous savez tout maintenant, et pouvez écrire désormais
n'importe quoi dans la nouvelle orthographe. Alors, juste un mot encore avant de passer peut-être un petit exercice concernant l'alphabet. Vous voyez qu'il y a une lettre du coup que nous n'avons pas utilisée et que je propose donc de supprimer. Alors déjà pour des raisons évidentes de décence publique, mais aussi parce que cela nous fait un alphabet de 25 lettres plus facilement énonçable, donc en 5 paquets de 5 lettres comme suit. Aba Edae, Fagang Ija, Kalamanao, Parasata U, Vaushayaza. C'est beaucoup plus facile à apprendre. Rappelez-vous du V, X, Y, Z. Non, enfin voilà. Alors, exercice maintenant. Alors, je vais vous afficher 3 phrases écrites en français, phonétisées. Vous allez devoir les lire. Alors, attention au choc. Pour ceux qui ont eu du mal avec la suppression de l'accent circonflexe sur paraître, là, je vous préviens. Attention, attachez-vous au siège, je ne sais pas. Bon, voilà. Voilà, donc je pense que tout le monde a trouvé peut-être maintenant, donc sinon n'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre votre temps. Voilà. Alors maintenant, exercice inverse, donc après la version le thème, voici donc 3 phrases avec l'orthographe actuelle. Je vous invite à les écrire avec la nouvelle orthographe. Vous pouvez prendre un petit papier, un petit stylo ou ouvrir un bloc-notes sur votre ordinateur, enfin voilà. Alors appuyez bien sûr sur pause avant que j'affiche la solution pour ne pas être influencé. Donc voilà, la solution. Donc vous pouvez vérifier si vous avez fait beaucoup d'erreurs, c'est possible, puisqu'évidemment c'est un peu frais tout ça, voilà. Mais bon voilà, vous voyez que c'est quand même pas bien compliqué. Donc oui, comme vous pouvez le constater, le changement est assez radical, mais évidemment, il y a un bénéfice, c'est la disparition complète de toute difficulté orthographique. Comme dirait l'autre, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, sauf que toute amélioration nécessite un changement. Et une amélioration importante, un changement important, sauf que important ne signifie pas forcément coûteux. Or, l'apprentissage de cette nouvelle orthographe, comme vous venez de le constater, puisque vous l'avez apprise désormais, est fort simple. Il y a toutefois une objection sérieuse que l'on peut faire à cette réforme. Les homophones étant devenus homonymes, concrètement, il y a plein de mots maintenant que l'on pouvait différencier avant grâce à l'écrit, donc l'orthographe, ne peuvent plus l'être. Alors, dans la plupart des cas, ce n'est pas gênant, car la différenciation se fait par le contexte. Par exemple, la plupart des accords ne servent à rien, puisque le nombre ou le genre est indiqué dans l'article. Mais il peut y avoir toutefois des cas où l'ambiguïté demeure, typiquement lorsqu'on a 2 noms qui sont homophones. Prenons la phrase « Voici un verre ». De quel verre s'agit-il Et là, je vais répondre 2 choses à cette objection. 2 réponses opposées, si vous voulez. La première, c'est « d'accord, mais c'est pas si grave ». Et la deuxième, c'est « ok, on va le régler, le problème ». Alors le « d'accord, mais c'est pas si grave », c'est pour justifier quand même qu'on pourrait s'arrêter là, ce que j'appelle donc le français phonétisé. Et ce ne serait pas si grave que ça. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, parce que ces homonymes que l'on ajoute, je reconnais, eh bien, ils existent déjà à l'oral. À l'oral, on fait comment, là, actuellement, pour se comprendre ? On y arrive quand même, c'est pas... Bon. Autre chose aussi, des vrais homonymes, des mots qui déjà, non seulement se prononcent, mais s'écrivent pareil, ça existe déjà. Ça va, quoi. Donc, alors, effectivement, j'ajoute quelques homonymes qui sont déjà homophones, cela dit, c'est pas si grave que ça. Par rapport aux bénéfices, au niveau orthographique, vous voyez, il faut mettre les 2 choses dans la balance. Bien. Et maintenant, ma deuxième réponse, c'est de dire, ok, d'accord, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais proposer une réforme du français, il y aura moins d'ambiguïté et non pas plus, pour l'instant c'est vrai qu'il y en a plus, ok. Et bien pour ça, je vais poursuivre ma réforme de façon à ce qu'il n'y ait plus d'homonymes ajoutés et même je vais supprimer les homophones. Donc c'est pour ça que là je parle d'une réforme du français et pas seulement de l'orthographe. Je vais modifier aussi la prononciation des mots. Alors ça c'est dans la vidéo suivante que je vous ai promis pour le nouveau français, où je vous ai dit qu'il y avait plein d'autres choses aussi. Alors histoire de terminer cet épisode sous une forme de transition un peu par rapport au suivant, un devoir à la maison si vous voulez que je vous propose. Donc je vous remets la phrase « Voici un verre ». Et ben voilà, essayez de deviner ce que je vais faire dans le prochain épisode pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, non seulement à l'écrit, donc, mais vous l'avez compris, maintenant à l'oral. Alors, petite information en passant qui pourra évidemment vous servir d'indice, l'orthographe est souvent un souvenir d'une ancienne prononciation, de sorte que ma réforme peut être considérée comme conservatrice finalement quelque part. Alors, autre indice qui pourra vous être utile également, il arrive que lorsque cette évolution est trop ancienne, même l'orthographe évolue, au point parfois d'en perdre la trace donc, de cette ancienne prononciation. Mais on peut parfois la retrouver dans des mots de la même famille. Et comme mon but d'ailleurs est de simplifier la langue, je vais plutôt rapprocher les mots qui sont de la même famille. Voilà. Donc vous pourrez mettre vos résultats dans les commentaires si vous voulez.
Je vous dis donc à bientôt. Alors n'oubliez pas de vous abonner au cas où, pour pas rater le prochain épisode, ou si ça vous intéresse en général, voilà ce que je fais. Ciao! Ce que vous pouvez faire aussi, des petits commentaires sous les vidéos.